Bonjour Benoît, bon, très heureux de te rencontrer et à défaut de te voir sur le salon à Lamballe, un salon qui a été annulé. Tu es devenu un habitué du salon et évidemment on ne rate jamais la sortie d'un de tes ouvrages. Ton dernier est paru en début d'année à la Manufacture de Livres, donc il est intitulé Tuer le fils. C'est un livre qui a connu dès sa sortie un grand succès, puisque tu as eu les honneurs de la grande librairie, la petite librairie et d'autres. Malheureusement, cette belle dynamique a rencontré sur son chemin une petite bête appelée coronavirus, c'est bien ça? Oui, c'est vrai que Bon, d'abord, bonjour à tous, hein, et vraiment merci de m'inviter à vous rencontrer malgré tout. Oui, oui, je suis un habitué de la fureur, enfin de Noir sur la ville, et je suis très content quand même de pouvoir maintenir le lien malgré l'annulation du salon. Oui, ce bouquin a très bien décollé. C'est vrai que le confinement le premier confinement a stoppé net les ventes, mais en fait, justement, puisqu'on parlait de la grande librairie, de la petite librairie, François Bunel n'a pas lâché le bouquin. Pendant le confinement, il a continué à en parler, à en parler aussi dans la presse écrite. Du coup, d'autres journalistes s'en sont emparés et le bouquin a été suivi pendant le confinement et surtout à la fin. J'ai eu pas mal d'articles qui sont tombés dans le Monde ou dans le Matricule des Anges, etc. À la fin du confinement, ce qui fait que quand il y a eu la reprise de l'activité en librairie, le bouquin n'a pas été oublié. Et puis je tiens aussi à remercier les libraires hein, parce que ils ont fait un sacré boulot pour sauver pas que le mien, hein, sauver les bouquins qui étaient sortis en mars, février, mars et bon avril aussi, et ils les ont retravaillés. Ils ont décidé sciemment de donner une deuxième chance au bouquin. Et grâce au réseau des libraires en France, il y a pas mal de bouquins qui ont quand même réussi à vivre ou à survivre en tout cas malgré ce qui leur était arrivé, à savoir une sortie, enfin le hasard du calendrier qui était un peu malheureux à ce moment-là, mais chapeau et merci aux libraires. C'est vrai, merci. Alors, je vais essayer de résumer brièvement le livre, hein, pour ceux qui nous écoutent sachent de quoi il retourne. Donc au départ, il y a un meurtre, celui de Patrick Farbas. L'enquête est confiée au commissariat de Versailles, où se déroulent les faits, et plus particulièrement au commissaire, au commandant Cérizol et ses deux adjoints, Gros-Pierre et Nicomédo, qui forment ensemble un trio très uni, très fraternel. Et l'enquête s'oriente tout de suite, très rapidement, vers un homme, Mathieu Farbas. Mathieu Farbas, c'est le fils de Patrick Farbas, donc la victime, et il est sorti la veille de prison. Il purgeait là-bas une peine de 12 ans pour le meurtre un peu gratuit, apparemment gratuit, d'un adolescent, comme lui à l'époque, homosexuel. Donc, tout accuse Mathieu, sa sortie de prison la veille, son passé, son manque d'alibi, et surtout un document retrouvé sur les lieux du crime, donc dans la maison même de Patrick Farbas, qui est un cahier de textes, un cahier de travail, avec des textes rédigés par Mathieu lors d'un atelier d'écriture organisé dans sa prison, animé par un écrivain. Donc Mathieu l'appelle l'écrivain, écrivain qui a décelé grand talent chez Mathieu et qui pense peut-être en faire un grand écrivain. La lecture de ce cahier au fil des chapitres révèle que si Mathieu a tué cet adolescent il y a 12 ans, c'était en fait pour plaire à son père, pour que son père s'intéresse à lui. Parce que son père l'a rejeté dès le départ, plus que rejeté, il l'a humilié, il l'a méprisé. Pourquoi? Parce que Mathieu est né avec une malformation, il n'a pas de testicules, hein, il n'a pas de couilles, comme dirait son père. Et Mathieu veut, en gros, la quête de Mathieu, c'est de se faire reconnaître par son père et de se faire aimer par lui. Donc, tout ça constitue un dossier quand même excessivement accablant pour Mathieu, et le lecteur se trouve un peu pris comme les policiers dans un mystère assez épais
Mathieu est-il vraiment coupable? Est-ce possible? On se pose des questions, on hésite, on tergiverse, jusqu'à ce qu'à la fin, un des enquêteurs trouve finalement le détail infime, un petit peu à la Colombo, qui va éclaircir toute l'histoire et lui donner son sens. Le livre alterne des chapitres décrivant l'enquête, de façon réaliste, et des extraits du journal de Mathieu. De telle sorte que le journal explique pas mal de choses que l'on découvre dans l'enquête et que l'enquête elle-même va s'appuyer sur le journal pour avancer. Donc le journal explique l'enquête qui explique le journal. Bon. Voilà le bouquin. Alors à partir de là, j'aimerais te poser quelques questions qui me titillent. Et d'abord, moi qui te lis quand même depuis quelques années, il me semble que ce bouquin marque une certaine rupture de ton et d'inspiration par rapport à tes précédents livres. Je pense à les derniers, 115, Le chien arabe, même pourquoi pas ton poulpe. Là, on avait des bouquins noirs, des romans noirs traditionnels, avec un fond de problèmes sociaux, enfin, sociologiques, comme on dit, avec de l'action. Là, pas du tout. On a des personnages très denses, sondés en profondeur, leur interaction et de très grands problèmes ou de grandes interrogations universelles comme la filiation, l'enfance, le poids de l'enfance, le sens de la vie, l'écriture, enfin, etc. Est-ce que cette intuition est correcte? On me le dit beaucoup. Je pense qu'il y a un fond de vrai, oui, bien sûr. Mais moi, je le vis pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être entré dans une phase autre de ma carrière d'écrivain. Je pense que l'écriture, c'est une longue progression, découverte de soi. Euh, Peut-être que oui, arrivé à mon âge, euh, mais arrivé aussi à mon âge d'écrivain, c'est-à-dire après 14 romans publiés, peut-être que j'ai évacué certaines questions de, je sais pas, de légitimité ou de courage d'affronter certaines thématiques de façon frontale. Là, on est dans l'intime, comme tu le disais, on est dans la relation père-fils, elle est très importante. C'est vieux comme la littérature, hein, mais je crois que ça nous fonde tous, cette question de qu'est-ce que c'est que d'être un homme quand on est un homme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, qu'est-ce que c'est que d'être un être accompli, de couper le cordon ombilical et de déposer le fardeau de l'héritage parental, voire même en amont de ça. C'est des questions vieilles comme la littérature. Il n'y a pas besoin d'être dans la littérature. C'est des questions assez universelles. Et peut-être que j'avais d'autres choses à dire avant, qui étaient plus d'un ordre plus social, sociétal, comme dans 115 ou Trafic. Et peut-être que je les ai dites. Et peut-être que enfin, c'était le moment d'aborder d'autres questions plus intimes, plus pas autobiographiques, parce que c'est pas du tout moi dans ce roman-là, mais il y a des questionnements qui sont très personnels. Ouais. Je crois qu'effectivement, là, si c'est une autre façon de formuler ce que tu disais, effectivement, j'ai jamais été aussi personnel dans mes écrits. Euh, mais c'est pas délibéré, c'est pas choisi. Il y a comme souvent quand on écrit, il y a beaucoup de choses qui s'imposent d'elles-mêmes et nous on est juste des réceptacles, hein, les écrivains. Je crois qu'à un moment donné on accepte ça et on y va quoi. Mais c'est- finalement, si on relit bien Trafic et, euh, même le poulpe, tu faisais allusion au poulpe, il y avait déjà ces questionnements en fait. On est déjà là-dedans. C'est en gestation peut-être que j'ose pas y aller, mais ça frémit déjà, je trouve. Alors, revenons au trio d'enquêteurs. Bon, pour moi, il y a un peu deux trios dans ce bouquin. Il y a un trio, on pourrait dire, à la triste figure, hein, ou à la sombre figure, c'est-à-dire Mathieu, son père, et l'écrivain, qui sont des gens en proie un peu à des forces obscures, des personnages qui n'arrivent pas à se libérer d'idées fixes, qui les portent à la violence et à la destruction d'eux-mêmes et des autres.
Et puis, il y a un trio à la joyeuse figure ou à la radieuse figure, à savoir les trois enquêteurs, Cérizot, Pierre et Nicoledo, qui semblent avoir maîtrisé un peu leurs démons, enfin au moins tant bien que mal, qu'un cas, et qui arrivent à former un ensemble fraternel, quand même finalement optimiste, dynamique, enfin énergique, très admirable pour le lecteur. Est-ce que c'est comme ça que tu as imaginé un peu les six grands personnages de ce roman? Oui, c'est vraiment un roman de mec. On est sur des personnages masculins essentiellement, à part un personnage Ouais. féminin dont on pourra peut-être parler plus tard, la femme de Cérizol, qui elle amène énormément au roman. Mais oui, je voulais travailler sur cette question de la masculinité, qui est très qui est d'actualité. Hein. Je parle pas de virilité, je parle de masculinité, comment on affirme tout ça. Et oui, j'ai été très loin dans la noirceur, parce qu'on a quand même, comme tu le disais, un trio, on va dire, infernal, avec un père délétère, mais au-delà de délétère, là, c'est torsionnaire, littéralement. Alors évidemment, on est dans un roman, donc tout est, les traits sont grossis, mais moi, j'avais besoin aussi d'un peu de lumière, quand même moi en tant qu'écrivain, pour me débattre dans ce roman-là. Et j'avais besoin de présenter aussi des relations lumineuses, pas forcément simples, pas forcément naïves ou euh, angéliques, quoi, parce que les flics sont pas. Je nuance toujours mes personnages, c'est-à-dire que c'est jamais tout blanc, tout noir, mais j'avais quand même besoin de quelque chose de lumineux et de marrant et d'attachant. Et c'est passé aussi par des détails comme la passion, euh, la passion de Cérizol pour la confiture, des choses aussi triviales, pour la chanson réaliste française, enfin des choses qui sont venues un peu donner le contrepoint de ce qu'était la relation entre Fabas père et Fabas fils, quoi. Oui, c'était un besoin de respiration dans mon roman et d'identification. On a toujours envie que nos lecteurs aiment nos personnages ou ne les détestent pas complètement. Donc, avec le trio écrivain Fabas, père et fils, c'était compliqué de réaliser ça, de faire adhérer complètement le lecteur à ces types-là. Donc, j'avais besoin de personnages autres. Ouais. Ok. Bon, c'est vrai que l'addiction à la confiture, ça nous change un peu du whisky Oui, et autres alcools titrant à plus de 40 degrés. ouais, là on est dans l'orgueil un petit peu des écrivains de polar. On se dit toujours, on sait on est les héritiers de toute une littérature où les clichés sont quand même légion. Donc on se dit toujours, on a toujours la prétention d'inventer le personnage qui sera pas cliché justement, ou qui jouera ou qui détournera les clichés. Et oui, donc le flic alcoolo, drogué, seul, divorcé, etc. Bon, j'en avais un peu marre et j'avais envie d'inventer quelque chose qui n'avait pas été fait avant, mais bon, après, j'ai pas la prétention d'avoir innové parce que si, j'ai cette prétention-là, mais je pense qu'à un moment donné, on est toujours rattrapé par ce que les autres ont fait. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui nous meut, c'est toujours cette prétention à innover. Ouais. Alors, justement, ça tombe bien parce que ton bouquin, là, ce que je l'ai lu, m'a presque tout de suite fait penser au 87e district. Je ne sais pas si on t'appelle Ah oui, 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 Ah, oui, oui. tout à fait, bah, je n'ai pas vu ça dans le truc. Non, Euh, mais oui. Pourquoi? Parce que, bah, à cause de l'ambiance un peu familiale, fraternelle du commissariat, à cause, évidemment, tu en parlais de la femme de Cérizol, Ouais, ouais, qui est aveugle, alors que celle de Carella est sourde-muette. ouais. Teddy, l'inoubliable Teddy, parce qu'elle est vraiment formidable, à cause aussi du juif, Meyer chez McBain et donc Gros Pierre chez toi. Alors, c'est quoi? C'est un hasard ou est-ce que l'esprit de McBain t'a visité? Non, alors c'était pas conscient, mais je pense pas que ce soit un hasard. J'ai lu tout Macbeth, je l'ai relu Ah, et je le relis. Pour moi, c'est un grand maître du polar, justement pour cette façon qu'il a de nous faire entrer dans la famille. C'est assez unique.
Et après coup, je me suis dit, alors meilleur, tu vois, tu viens de me le faire remarquer, j'avais pas percuté. Ah Je me bon? suis, oui, non, j'avais pas, non, peut-être que je l'avais occulté, mais par contre, oui, quand j'ai fini le roman, je me suis dit, mais bon sang, cette femme aveugle, c'est la femme de Carella et de Steve Carella, et je me suis dit, bon, mais tant pis, quoi. Et évidemment qu'on a le droit de faire ça, et D'ailleurs, surtout c'est un elle est. compliment, hein, pour moi. Oui, je pense qu'alors il y a deux phénomènes. Il y a d'abord un intérêt chez moi pour, enfin un intérêt, un souci chez moi de parler du handicap. C'est pas la première fois dans mes romans. J'en parle souvent. C'est des choses. Le handicap ou en tout cas en ceci que il représente l'autre, l'altérité, le regard sur l'autre et celui qui n'est pas comme nous. Et je retrouve le même souci de parler de racisme, d'homophobie. D'ailleurs, j'en parle aussi dans ce roman. Enfin, c'est des choses. Moi, l'injustice qui est assez fréquente dans notre société et qui se porte sur celui qui est différent, ça me touche, ça me fait du mal, et donc je pense que j'ai besoin d'en parler. Donc ça, je pense que c'était motivé par ça, le handicap de la femme de Cérizol, mais probablement que l'esprit de Egg Ben soufflait là-dessus et m'a amené inconsciemment à créer ce personnage-là. Bon, cela dit, j'ai une autre excuse aussi, c'est que un peu moins avouable, c'est que ma kiné, pour de vrai dans la vraie vie, qui s'appelle Coralie et que je remercie en exergue dans le roman. Coralie Gonzalez elle est aveugle et elle a une chienne qui s'appelle Juke et elle est sportive de haut niveau et elle est dans l'équipe de France de Torbal et de Goalball. Elle va représenter la France au JO en 2024. Donc c'est quelqu'un dont je me suis directement inspiré. Parce qu'elle a forcé mon admiration justement parce que elle est dans le refus total de toute commisération. Elle refuse d'être appelée handicapée d'ailleurs. Elle se dit aveugle, mais pas handicapée, quoi. Et donc j'avais vraiment envie de mettre en scène ce courage et cette femme qui est une jeune femme que j'admire beaucoup. Voilà, donc toi, entre l'inconscient et le conscient, il y a beaucoup de choses qui se nouent malgré nous dans l'écriture d'un roman. Hmm. D'accord, oui, certainement. Bon, tu as compris que, évidemment, je t'accusais pas de plagiat, c'était plutôt un Non, compliment. bien sûr. Non, Bon, le temps passe, je pense que, merci de toutes ces explications. Je pense qu'il éclaire quand même pas mal le roman. Alors, quelques mots peut-être sur tes projets actuels. Est-ce que tu es dans l'écriture d'un roman? Qu'est-ce que tu Oui. fais? Alors, je suis en train de préparer la sortie de Skiatook Lake, le deuxième roman que j'ai coécrit avec Hervé Jubert. Il sortira. Et donc, il est issu de notre voyage en Oklahoma et de notre séjour chez les Indiens Osages, chez qui on est resté pendant 3 semaines pour écrire ce roman. On est allé à leur rencontre et on était chez eux, logés et accueillis par eux. Il sort en mars, il s'appelle Skiatook Lake, aux éditions Le Passage. Donc ça, c'est l'actu qui va arriver. Au même moment, sortira Tu es le fils en poche chez Pocket. Et je suis effectivement sur l'écriture d'un roman pour la manufacture de livres en 2022. Non, oui, 2022. Donc c'est en cours d'écriture. Donc je peux pas en dire grand-chose, mais c'est en cours d'écriture et ça, ouais, j'aime beaucoup écrire ce roman-là. Voilà. Donc oui, il y a des projets jeunesse aussi de littérature ado en tête, en cours. Bon, il y a toujours quelque chose qui bout sur la marmite. Ouais. Formidable. Donc, le premier, ce sera une sorte de suite de Wazazé. Alors c'est pas une suite parce que on n'a pas voulu que ce soit une suite du tout. Il sera très différent, notamment parce que on a rencontré des problématiques sur place qui sont quand même lourdes et qui nous ont obligés à écrire quelque chose de très différent de ce qu'on avait écrit avec Wazazé. Wazazé était une enquête de gendarmerie assez légère, assez classique. Là, on est dans quelque chose de plus authentique, moins dans le fantasme de l'Indien, parce qu'on est allé sur place et donc évidemment
on est obligé d'être dans le réalisme beaucoup plus que dans le fantasme, et on est sur des problématiques dures parce que dans les réserves indiennes, il y a du lourd, hein, il y a des choses à dire, et il y a 3 ou 4 romans à écrire. Donc non, c'est pas une suite, mais c'est vrai que on a pris un des personnages, un des personnages principaux, à savoir le chef Marmon, donc cet Indien Osage d'Oklahoma. Et on l'a suivi chez lui. Du coup, là, cette fois-ci, on est chez lui, dans sa tribu. Il est flic de la police tribale. Donc, on a suivi une affaire avec lui. Il n'y a plus du tout de connexion avec Montauban et la France, etc. Plus du tout. D'accord. Bon, eh bien, merci Benoît. Je vous invite évidemment à lire Tuer le fils. À mon sens, c'est vrai, ton meilleur roman, le plus personnel, t'as raison, le plus dense, le plus profond. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à toi et merci à la Fureur. Merci à la Fureur du Noir. Et vive Noir sur la ville. Vive vous, merci de votre invitation aujourd'hui et à la revoyure, hein, parce que je suis certain que ça... Oui, on a prévu ça au printemps.